Et avant ça, on va continuer notre décryptage de l'actualité de la semaine. Et on était en train de parler à l'instant des hommages aux victimes des attentats de janvier 2015. On va y revenir juste pour jeter un œil aux caricaturistes, Isis Ascoberetta. Alors, on a un premier dessin des Glé, dessinateurs du Burkina Faso. Voilà, on voit je ne sais pas si vous on va les voir, oui, on va les voir. Ça y est, on le voit. Voilà. 2 ans après, ça fait toujours mal. Voilà, on voit cette victime de l'attentat qui tient toujours dans la main son exemplaire des Charlie Hebdo en haut. Et je vous laisse voir où est-ce qu'il est en train d'enfoncer son crayon au terroriste qui, lui, s'exclame « ça fait toujours mal ». Cet autre dessin des Kishka, dessinateurs israéliens, alors lui, il s'est mis en scène sur son dessin sur lequel, voilà, on le voit chez les médecins en train de regarder sa radio. Toujours, je suis Charlie. Et le médecin qui lui dit, désolé, monsieur Kishka, ça ne cicatrise pas. Et vous voyez les portraits des dessinateurs qui ont été assassinés pendant les attentats. Et cet autre dessin des Tjeerd Rogers, dessinateur néerlandais, un dessin publié dans Cartoon Movement. Alors lui, il a repris le crayon du dessinateur. Donc vous pouvez voir la vue de côté. On coupe comme si c'était une arme. Voilà, et la vue d'en bas comme si c'était une cible. Et donc lui, il a rajouté cette légende qui dit « Les dessinateurs du monde entier continuent à être des cibles à cause de leur travail », une manière de nous rappeler qu'ils continuent toujours à être persécutés dans leur pays pour différentes raisons. On va passer au reste de l'actualité à décrypter, et notamment ces procès à répétition dans le sud-est de la France ces derniers jours pour aide au séjour irrégulier. Pierre-Alain Manoni, qui avait transporté 3 Érythréennes dans sa voiture, a été relaxé aujourd'hui. Cédric Héroux, en début de semaine, a vu le procureur requérir contre lui 8 mois de prison ferme. Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avait fait abroger le délit de solidarité, mais de plus en plus de militants ou de personnes ordinaires sont conduits devant les tribunaux pour des faits de ce genre. Est-ce que le projet de loi, la loi qui a été adoptée de Manuel Valls d'abroger le délit de solidarité est restée sans effet ? Oui, on peut le dire qu'elle est restée sans effet, d'autant plus qu'elle traite un problème extrêmement compliqué, grave et très, très difficile à déchiffrer. Comment on peut faire la part de la solidarité pure, compassionnelle que quelques citoyens peuvent avoir à l'égard des drames qui se jouent sur leur territoire, comment on peut faire la différence entre ceux qui profitent aussi de cette manne d'hommes, les passeurs, les marchands de sommeil, les gens qui utilisent cette main d'œuvre à bon marché clandestine. Donc il y a cette complexité. Mais moi, si je veux faire un peu mon Vincent Payan pour quelques instants, je pourrais dire que ça concerne aussi quelques gens qui ne peuvent pas rester insensibles à la misère humaine et au drame qui se joue sur le territoire. C'est ce qu'a dit Cédric Héroux, d'ailleurs, alors qu'il risque une peine de 8 mois de prison avec sursis et qu'il a déjà été arrêté par la police à 2 reprises avant. Il a dit moi, je vais continuer. Et ça, pour moi, c'est un bon signe de la bonne santé de la société française, qu'il y ait encore des gens comme ça qui sont capables de violer, entre guillemets, une loi, d'aller prendre des postures. Leur paraît injuste. Voilà, parce qu'il leur paraît injuste et qu'il faut absolument apporter de l'aide à ces gens qui tous ne viennent pas voler le pain des Français ou le pain des Européens. Ils viennent demander refuge parce qu'ils fuient un enfer. Et c'est ça la grandeur des sociétés européennes, c'est de pouvoir leur ouvrir le bras et leur donner asile et refuge et les aider dans ces épreuves-là. C'est une question extrêmement délicate en période préélectorale parce qu'on va reparler des élections, mais là... Comme ça va occuper les 15 ou 20 prochaines élections présidentielles, c'est pas très grave, on peut relativiser, puisque c'est pas un flux qui va s'arrêter en 2017 ou en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que la France a donné tellement de réponses contradictoires à ce problème. Il y a eu Calais, quand même, dont on peut se rappeler que c'était quand même juste un camp de migrants à ciel ouvert, une espèce de dépotoir, on a laissé les gens s'entasser. Ils y reviennent dans la jungle. Il y a eu les chiffres absolument pathétiques. On a annoncé que la France allait prendre 22 000 ou 20 000 migrants réfugiés, alors que l'Allemagne, je sais bien que la question allemande peut se reposer, mais c'était quand même 1 million. Donc les Autrichiens, enfin tous ceux qui ont fait des efforts absolument dingues. Et puis il y a ces gens, et en particulier cette vallée qui est un peu
visiblement, c'est un petit village Vallée Rouge, d'irréductibles, la vallée de la Roya. Le village d'irréductibles, et qui disent, comme dit Mustapha, qui donne une image forte et empathique de la France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ce débat se résume. Voilà, il ne faut pas qu'on s'arrête à ces faits de courage quand même, parce qu'ils risquent quand même la tôle. Les inscriptions sur casier judiciaire, c'est compliqué en France. 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et, ça, c'est pour aide au séjour et à l'entrée. Et se rappeler que c'est un problème qui va durer, qui est installé pour longtemps, que ça soit les migrations qui viennent du Moyen-Orient pour cause de guerre et de pauvreté, mais les migrations qui viennent du Sud, parce que là, d'un seul coup, on est frappé par le courage de ces gens, mais il faut rappeler que tous les jours en Méditerranée, il y a des bateaux qui coulent, il y a des dizaines de morts dans la Méditerranée, tous les jours. Et là, on est en hiver, donc c'est un petit peu moins violent, mais on va sortir de l'hiver, on va arriver dans le printemps, ça va recommencer. Donc c'est un problème européen pour des années à venir, et il faut une réponse consolidée, cohérente. Je comprends que certains pays, ou que les pays qui sont les plus exposés, comme la Grèce, etc., aient une politique peut-être un tout petit peu plus prudente, mais que les grands pays aient une politique pas forcément de générosité absolue, mais au moins de cohérence par rapport à quelque chose qui va impacter l'Europe pour des longues années. Manuel Valls, hier, il était à la télévision sur l'antenne de nos confrères de France 2. Il a répondu justement à Cédric Héroux. Il a eu cette phrase qui n'est pas sans rappeler, celle de Michel Rocard sur la misère du monde. Manuel Valls a dit « Ce n'est pas en accueillant tout le monde que la France trouvera une solution au drame. » Mais on ne leur demande pas d'accueillir tout le monde. C'est là que le débat est retourné. On ne l'a jamais dit. Je veux dire, et la solution au drame, elle est introuvable. Non, pas trouver une solution non plus à tous les drames. D'abord, il y a clairement le problème de la politique européenne sur cette question. Oui. Aujourd'hui, l'immigration n'est pas un dossier, enfin, pas techniquement, constitutionnellement, un dossier européen. Chaque État est maître de ses frontières. Mais la menace, entre guillemets, de l'immigration, elle concerne tous les pays du bloc. Donc il faut bien qu'ils s'entendent. On peut quand même faire en sorte qu'il y ait des moyens sur Frontex. On peut faire en sorte qu'il y ait des moyens sur la protection des frontières. On peut faire en sorte de ne pas laisser les Grecs s'effondrer sous le poids de dizaines de milliers de réfugiés qui s'entassent dans des camps, et on ne va pas les aider. Donc c'est là que Valls, il est bien gentil. Lui, il fait sa campagne à droite. On ne sait plus de quel côté il est, ce type-là, tellement il dérive de gauche à droite. Mais ce n'est pas normal de dire des choses pareilles. On le sait que la France n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde. Ça nous dit quoi, ça nous dit rien. Par contre, donnez-nous des solutions. Vous qui êtes les politiques. On va passer à notre dernier sujet, la République démocratique du Congo. On va revenir sur cet accord signé in extremis le 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition après 3 semaines de négociations interminables. Alors cet accord, il prévoit que Joseph Kabila reste président de transition pendant encore 1 an, le temps d'organiser de nouvelles élections, que le gouvernement sera dirigé par l'opposition. Alors, toutes les parties n'ont pas encore signé cet accord. On n'a pas encore de calendrier. Tout ça reste donc très théorique. Est-ce que vous êtes optimiste sur la mise en œuvre de cet accord ? Il faut rester prudent, surtout lorsqu'il s'agit des politiques congolais. Certes, il y a un accord de dernière minute qui a été signé in extremis le 31 décembre. Et aujourd'hui, on ne sait pas où il est moins certain qu'on puisse organiser des élections dans les délais impartis dans cet accord. C'est-à-dire avant la fin 2017. Avant la fin de 2017, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Mais ils se sont donné ces paris, espérons qu'ils vont les tenir. Mais avant d'y arriver, il y a encore beaucoup de défis à relever pour la mise en œuvre de cet accord. Ça dépendra vraiment de la bonne volonté, et du président Kabila et des opposants qui vont participer à la gestion consensuelle de cette période transitoire. Alors justement, la semaine prochaine, ils vont commencer à discuter ce fameux calendrier-là. Ouais, si on a mis 3 semaines pour négocier un accord complètement théorique, on peut imaginer que le calendrier, ça va prendre des mois. L'accord de principe n'est pas totalement négligeable parce qu'il acte en théorie le départ du président qui était la demande essentielle des opposants. Après, tous les points dits secondaires, mais qui en fait sont principaux, comme le sort de Moïse Katumbi, etc., tout ça, ça va prendre temps. Il faut quand même rappeler qu'on parle d'un pays qui n'a jamais connu une transition politique normale et pacifique depuis son indépendance. Donc on passe de transition en transition, d'un régime à l'autre. Chaque régime est amené par une transition qui est le fruit d'une négociation, d'une révolution, d'une guerre, etc. Et que c'est quand même le pays le plus... Enfin, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, c'est un pays riche, c'est un pays théoriquement puissant, et voilà où on en est. Depuis 1960, on en est à la énième transition, suite à un énième conflit, suite à un énième...
j'ose pas dire le mot faillite de la classe politique, mais quand même un petit peu. Et donc, c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que par ailleurs, il y a d'autres pays qui avancent, par ailleurs, il y a des tractions positives en Afrique, et puis on a cette République démocratique du Congo qui semble être prisonnière d'un certain nombre de fantômes qui la maintiennent dans cet état de crise permanent. D'abord, il faut rappeler que c'est l'Église qui est à l'œuvre pour tenter de trouver un accord politique et une transition. Les évêques qui ont servi de médiateurs. Ça, c'est très, très intéressant à noter. Ce n'est pas un processus politique à part, c'est un processus politique parrainé par l'Église et plus loin le Vatican. Et puis après, en réponse à votre question, est-ce que c'est un accord qui suscite de l'optimisme ? Moi, non, parce que quand on voit la force avec laquelle Joseph Kabila s'accroche au pouvoir, avec laquelle sa majorité présidentielle tente de s'accrocher au pouvoir, on voit mal comment il va participer à une transition douce, à une transition pacifique vers un autre président que lui. Moi, je crois que ça révèle un petit peu la culture du pouvoir chez nos dirigeants africains. Certains auraient pu être inspirés par l'exemple de François Hollande. Il a renoncé volontairement quand il a vu qu'il ne peut pas se faire réélire. Et ça nous donne une idée que l'alternance, la culture du pouvoir, la transition pacifique est quelque chose qui est encore très loin de nos dirigeants africains. Et quand ça arrive, pourquoi c'est grave ? Parce que ça arrive dans un pays qui est extrêmement peuplé. C'est un peu autant, c'est l'Égypte un petit peu. Et extrêmement instable également. Extrêmement instable. Et qui peut impacter beaucoup toute la région. Parce qu'il faut voir avec combien de pays il a des frontières. Bon, après, rapidement, il y a un certain nombre de non-dits. Chaque pays de la région a une carte à jouer en DR Congo, en RD Congo. Chaque pays a un candidat. Donc c'est aussi un immense pays, mais qui est petit par ses forces et par sa capacité de bloquer tous les intervenants extérieurs. Les Américains, les Européens, les Belges, les Ougandais, les Rwandais, suivez mon regard, les Angolais, tout le monde a une carte en République démocratique du Congo. Et donc on a ce géant fragile qui est soumis à toutes les tentations et à toutes les ambitions, parce qu'il est très très riche aussi. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est le trésor de l'Afrique centrale. Et si on est parvenu aujourd'hui à cet accord, il faut souligner aussi parce qu'il y a eu des pressions, beaucoup de pressions au niveau international. Il y a les États-Unis qui ont sanctionné les proches du président Kabila. Il y a l'Union européenne qui a fait de même. Donc le président était vraiment obligé de faire des concessions. Et ce qui est important à souligner aussi dans cet accord, c'est que pour la première fois, c'est marqué noir sur blanc sur un texte que le président ne peut pas changer des constitutions, ni par voie légale, ni par voie référendaire, et ne peut plus se représenter pour un troisième mandat. Ça, c'est un des acquis importants de cet accord. Parce que lorsqu'on nous dit que, on va faire la gestion consensuelle pour la période de transition, mais qui gagne ? C'est les politiciens. Mais le peuple a donné mandat pour 5 ans. Et là, les politiciens s'y retrouvent et se partagent les gâteaux. Ils vont continuer à diriger les pays une année de transition et on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Et justement, en parlant du peuple, le franc congolais a perdu plus de 30% de sa valeur face au dollar en un an. La croissance économique, elle devrait tomber en tout cas de 7% en moyenne à 2,5% en 2016. Cette crise politique, elle appauvrit le pays. Il y a urgence quand même à gérer cette transition. La crise en RDC, ce n'est pas seulement une crise politique, elle est économique aussi. La croissance le taux de croissance a toujours été élevé depuis un certain temps, mais la croissance n'a jamais été inclusive dans ces pays. Donc il y a une partie une oligarchie, on peut dire, de la classe politique qui s'est enrichie et profité de cette croissance, mais la grande partie de la population a toujours été abandonnée, laissée pour compte. Et aujourd'hui, lorsqu'on décide d'aller vers ces processus électoraux, le budget de l'État est divisé presque en deux, à la moitié. Et le gouvernement, on a un gouvernement aujourd'hui pléthorique, de plus de 60 ministres, avec un budget de 4 milliards de dollars, mais voilà, les acquis sociaux sont perdus. On ne sait pas vraiment comment le pays va s'en sortir pour organiser ces élections qui sont annoncées pour fin 2017, alors que la commission électorale elle-même avait prévu un budget estimé à un coût de 1,8 milliard de dollars pour tous les cycles électoraux. Donc c'est très très compliqué
techniquement, il y a plusieurs contraintes à la fois budgétaires et techniques pour tenir ces délais. Vous disiez que c'était impossible, quasiment impossible, que ces élections elles aient lieu avant fin 2017. Cette période de transition, elle peut durer combien de temps ? Mais dans l'accord, il est bien marqué. Il est bien marqué que les conseils nationaux des suivis, parce qu'ils ont confié une sorte de comité des suivis de l'accord au patriarche Étienne Tshisekedi pour que finalement l'opposition puisse surveiller les bons déroulements du processus électoral. Donc, chaque 3 mois, ces conseils nationaux des suivis avec la commission électorale nationale vont commencer à évaluer si vraiment on est sur la bonne voie pour tenir les élections dans les délais. Et si on se rend compte, je ne sais pas, en novembre 2017, qu'on ne peut pas tenir les élections avant la fin de l'année, ils peuvent toujours négocier un petit glissement. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un accord de sortie de crise. OK, il a fait baisser la température, il a évité le spectre, entre guillemets, de la guerre civile, mais qui reste un accord partiel, parce qu'une grande partie de l'opposition ne l'a pas signé. Et même la majorité présidentielle, moi j'ai écouté l'autre jour sur France 24 la déclaration de son porte-parole de la majorité présidentielle, il dit que c'est sous réserve. Donc ils sont capables de venir 2 mois, 3 mois plus tard, et de casser et de lancer dans une autre dynamique. On est là en face, il faut dire aussi les choses par leur nom. On est en face avec Joseph Kabila et le retour des Mobutistes, des gens de Mobutu qui veulent absolument reprendre leur place dans ce pays. Et puis il y a les forces démocratiques qui veulent absolument inventer une autre République démocratique du Congo qui soit plus démocratique, qui soit un pays des institutions et qui respecte, qui soit basé sur la Constitution. Isis Ascoberetta, un coup d'œil sur les caricatures. Oui, alors il y a un premier dessin des Glé, des dessinateurs de Burkina Faso. Alors voilà, les poupées russes du dialogue congolais. Et on voit qu'un dialogue peut cacher un autre, même si on a déjà trouvé une solution, on ne sait pas ce qui va se passer petite grenade après. À la fin. Voilà. Oui, ça repousse la violence, au final. Un dernier dessin des Kroll, dessinateurs belges, un dessin publié dans Le Soir. On parlait justement du rôle de l'Église. Donc on voit les prêtres qui sont en train de dire « Seigneur, mais que veut vraiment Kabila? On se plie, on fait ce qu'on peut. » Et Dieu qui répond « Restez, non? C'est tout? C'est pas ça ?» On voit aussi Dieu est hésitant par rapport au futur. Même Dieu ne sait pas ce que veut Kabila. Voilà. Les voix de Kabila sont impénétrables. On va tout de suite passer à un œil sur les médias et c'est Anthony Saint-Léger qui nous rejoint. Anthony, on va revenir sur un des thèmes qu'on a abordé dans la semaine dans le monde et notamment la relaxe de Pierre-Alain Manoni, ce professeur qui était poursuivi pour aide aux étrangers en situation irrégulière. Oui, il avait été interpellé en octobre dernier avec à bord de sa voiture 3 Érythréennes venues d'Italie, dont une mineure. Le procureur avait requis 6 mois de prison et puis le juge a jugé qu'il fallait l'immunité pénale en estimant qu'il avait agi pour préserver la dignité des personnes concernées. Ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont salué cette décision. Victoire face à la répression de la solidarité pour Julien Carboni. Autre réaction de cet internaute qui nous dit que la Cour confirme que l'on a bien le droit d'aider ses semblables. Ou encore Marie-Laure Basilien. Pierre-Alain Manoni relaxé, c'est un geste non pas militant mais simplement humain que de secourir des migrants. D'autres réactions, cette fois-ci du côté des associations SOS Racisme qui estiment que la relaxe de Manoni est un signal républicain. Autre organisation à avoir réagi, la Ligue des droits de l'homme, qui elle espère que ce cas fera jurisprudence et souhaite à Cédric Herrou le même sort. On le rappelle puisque forcément l'affaire Manoni n'est pas sans rappeler celle de Cédric Herrou. C'est cet agriculteur dont le procès a commencé mercredi et qui est jugé pour avoir installé des migrants dans un ancien camp de vacances de la SNCF. Alors, le procureur a requis cette fois-ci 8 mois de prison et la réponse tombera en délibéré, a priori, le 10 février prochain. Alors, dans les deux cas, c'est vrai qu'on parle du délit de solidarité. Ça a été abrogé en 2012 et dans les faits, concrètement, désormais, on peut aider une personne, un étranger qui est en situation de détresse ou en danger, mais
mais on ne peut pas l'aider à circuler en France ou à entrer en France. Alors c'est Cédric On ne peut pas l'aider Héroux. à violer la loi, Voilà. en réalité. Cédric Héroux, alors il semble qu'il y a un petit souci de connexion. Cédric Héroux qui a hier interpellé sur France 2, chez nos confrères de France 2, le Premier ministre Manuel Valls, en expliquant que son geste était avant tout un geste humanitaire et non une démarche militante. Il en a profité aussi pour critiquer la politique migratoire de la France. Et le Premier ministre Manuel Valls de répondre, je cite, c'est... pardon, je vais retrouver la phrase exacte. On va y arriver, voilà. Ce n'est pas en accueillant tout le monde que la France trouvera des solutions au drame. On en a beaucoup parlé dans la semaine dans le monde. On va passer à un autre sujet qu'on n'a pas abordé. En Grande-Bretagne, un sketch satirique diffusé sur la BBC suscite un véritable tollé. Oui. Alors ça a été diffusé dans le monde l'a Revolting, vu, c'est une émission impertinente, plutôt jugée impertinente en tout cas, le sketch parodie de Real Housewives of Orange County en Real Housewives of ISIS. En clair, les palaces chics, les sacs à main, les robes de luxe ont été remplacés, remplacés par des voiles, des ceintures d'explosifs et des ruines syriennes. En clair, quand les Américaines fortunées laisse la place à des femmes de djihadistes, on va regarder à quoi ça ressemble. Coming up this season on the Real Housewives of ISIS. It's only 3 days till the beheading, and I've got no idea what I'm going to wear. Abdul seduced me online. He had me at free healthcare. So this is my 6th marriage. I've been widowed 5 times. 6 times. Are you ready, girls? Yeah. Hang on, I'm recording it for Instagram. Ta-da! What do you think? Oh, they surprised me with it yesterday. Hashtag OMG, hashtag Jihadi Jane, hashtag Death to the West ISIS emojis. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. Alors la vidéo a été vue plus de 22 millions de fois sur Facebook. Hilarante, choquante, bien vue, déplacée, plus de 90 000 commentaires rien que sur Facebook, avec bien sûr cette éternelle question, peut-on rire de tout, même du terrorisme ? Un débat interminable à la hauteur des réactions sur les réseaux sociaux. Cet internaute qui estime que c'est tout simplement de mauvais goût, pas amusant du tout. Elle se pose la question de savoir si les victimes du terrorisme et leurs familles riraient à un tel sketch. Autre réaction aussi de cet autre internaute qui estime que le sort des femmes du groupe État islamique est évidemment bien plus sordide et qu'elle mérite beaucoup plus de respect. Autre réaction de cet internaute qui estime même que ça pourrait augmenter les stéréotypes et la stigmatisation des femmes qui portent le hijab. Alors certains ont tout de même apprécié cet humour. C'est le cas de ce journaliste qui estime que c'est de l'humour british façon Monty Python assez efficace, ou encore cet autre journaliste qui estime magnifique subversion britannique. Alors ça a suscité, je vous le disais, pas mal de réactions. Ce polémiste Sonny Handal estime que l'outrage est tout simplement ridicule et absurde. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce qui dérange avant tout, c'est que la vérité, c'est que Daesh a su attirer des femmes qui savaient pleinement ce qu'elles faisaient. C'est en tout cas son point de vue. Cet acteur, ce comédien britannique et musulman qui a aussi donné son avis. Pour lui, le sketch permet de rendre compte de l'absurdité de la situation et en aucun cas permet de critiquer la religion. Alors face au tollé suscité, bien sûr, les scénaristes ont réagi. Pour eux, la satire est justement là pour décompresser, surtout dans le climat anxiogène actuel. Ils estiment aussi qu'il ne faut pas se donner de limites, sinon la satire perd toute sa crédibilité, et de préciser également que c'était aussi un moyen de lancer la discussion, que les gens réagissent, sortent un petit peu de leur bulle. Je pense qu'ils ont réussi leur objectif. Et vous pouvez continuer à discuter de ça sur le site internet de France. Je crois que peut-être c'est la première fois qu'une télévision occidentale élabore un tel show, mais c'est déjà arrivé dans les télévisions arabes, pays du Golfe et Arabie Saoudite. Il y a eu déjà, pendant le Ramadan, des séries de satire justement, qui se moquent des djihadistes, et qui ont eu un impact majeur parce qu'ils portent un message d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain de cette manière-là et dire qu'on fait l'éloge de Daesh. Non, on se moque. Il y a une manière d'éclairer
créer l'opinion sur cette posture qui est Daesh et cette culture qui est Daesh. Et si ça passe par le rire et de cette manière-là, c'est tant mieux. Merci beaucoup Moustapha Tossa, merci beaucoup à tous. Merci Anthony Saint-Léger, c'était un œil sur les médias. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24 et vous allez le voir, on va reparler de cette fusillade qui est toujours en cours apparemment en Floride à l'aéroport de Fort Lauderdale. Il y a plusieurs morts selon le shérif. On en reparle tout de suite dans la prochaine édition sur France 24. Restez avec nous pour plus d'actualités.